Mesdames et messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier les personnes qui ont lu, complété et corrigé mon texte. Clément Achille, Anton Bosselaars, Martelt Kastelein, Philippe Noble, Olf Bramstra et Dick van der Meulen. Je voudrais, dans cet exposé, répondre à la question de savoir quelle influence le roman néerlandais Max Havelaar a eu sur l'évolution de l'ancienne colonie néerlandaise des Indes orientales, aujourd'hui l'Indonésie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter le roman et son auteur. Eduard Douwes-Dekker est né le 2 mars 1820 à Amsterdam et est décédé le 19 février 1887 à Nieder-Ingelheim en Allemagne. Il avait alors presque 67 ans. À 18 ans, il se rend dans ce qui était à l'époque la colonie des Indes orientales néerlandaises, où il fait carrière comme fonctionnaire au service de l'administration néerlandaise. Le 10 avril 1846, il épouse Everdina Huberta van Wijnbergen, une baronne désargentée, plus connue sous le nom de Tine. À 32 ans, il tombe malade et obtient l'autorisation de passer 2 ans aux Pays-Bas pour un congé de convalescence, congé qui sera prolongé à plusieurs reprises et qui finalement durera près de 3 ans. Le 1er janvier 1854, Tine donne naissance à leur fils Edu à Amsterdam. Le 20 mai 1855, le père, la mère et le fils entament leur retour vers les Indes orientales néerlandaises où ils arrivent en automne. Le 4 janvier 1856, Dekker est nommé assistant résident de la régence du Lebak, dans la partie occidentale de l'île de Java. Le Lebak était l'une des 5 régences de la résidence de Bantam, aujourd'hui Banten. Une résidence était gérée par un résident néerlandais. À Bantam, c'était Brest van Kempen. Les Néerlandais ont préservé la structure de pouvoir existante tout en l'intégrant dans leur administration coloniale. La régence du Lebak était dirigée par Kartanatanegara, un prince noble alors vénéré comme une divinité. Un tel dirigeant local d'une régence était appelé régent. Les Néerlandais ont donc pris les régents au service du gouvernement et leur ont versé un salaire qui était toutefois bien inférieur à celui qu'ils avaient l'habitude de dépenser. Le régent du Lebak gagnait 700 florins par mois. En comparaison, l'assistant résident Dekker gagnait 500 florins par mois. De plus, 155 florins étaient déduits du salaire du régent chaque mois, car celui-ci avait des dettes. Avec les 550 florins restants, il devait maintenir son statut, mais aussi entretenir une centaine de parents, ce qui était bien sûr impossible. De plus, les cultures ne poussaient pas très bien sur le sol peu fertile du Lebak. En partie à cause de cela, Kartanatanegara était pauvre par rapport aux autres régions. L'introduction d'un emploi salarié pour les chefs locaux a donc déjà semé les graines de l'abus, du vol et de l'extorsion. Aux côtés du régent se trouvait un assistant résident qui devait collaborer avec lui comme un frère aîné. Dans la régence du Lebak, le nouvel assistant résident était, comme mentionné, Eduard Douwes-Dekker à partir du 4 janvier 1856. Le texte qu'un assistant résident devait prononcer lors de son serment
comprenait une clause selon laquelle il devait veiller au traitement équitable de la population. Ce serment aura de lourdes conséquences pour Dekker. Il était de notoriété publique que la pauvreté et les abus de pouvoir prévalaient au Lebak. Immédiatement après son arrivée, Dekker a remarqué que son prédécesseur avait déjà recueilli de nombreux témoignages contre le régent. Bientôt, les habitants lésés se sont plaints à Dekker. Le régent du Lebak faisait travailler la population pour son propre profit et avait l'habitude de confisquer les buffles des habitants. C'est pourquoi Dekker a décidé de le poursuivre, ainsi qu'un de ses gendres qu'il considérait comme son complice. Mais à défaut de preuves tangibles, il suggère à son supérieur le résident d'enfermer le chef local et son gendre afin que les habitants puissent témoigner sans crainte de représailles. Dekker comptait sur l'appui de la plus haute autorité de la colonie, le gouverneur général Duimar van Twist, pour être d'accord avec lui. En effet, Van Twist avait tout spécialement nommé Dekker au Lebak parce qu'il y avait encore beaucoup à faire là-bas et parce qu'il savait que le nouvel assistant résident était en faveur des indigènes. Mais ni le résident, ni le gouverneur général n'ont suivi Dekker dans son accusation. Au contraire, il fut réprimandé pour avoir agi trop activement et sans consultation. Se sentant désavoué, il demanda une décharge honorable, décharge qui lui fut accordée le 4 avril 1856. Il s'est alors retrouvé sans revenu et déchu de son droit à une pension qui lui aurait été accordée après 20 ans de service. En outre, surtout, pendant ces années aux Pays-Bas, il avait contracté de nombreuses dettes qu'il ne pouvait plus rembourser. Au milieu de l'année 1857, il retourne en Europe pour plaider sa cause. En vain. Il s'installe à Bruxelles, sans revenu et sans argent. Sa femme et son fils suivent au printemps 1859 en compagnie de Nonnie, sa petite fille née aux Indes orientales néerlandaises pendant son absence le 1er juin 1857. Désespéré, Dekker décide de consigner par écrit son témoignage. Il le fait à Bruxelles en septembre-octobre 1859, soit en moins d'un mois. Le livre s'intitule Max Havelaar ou les ventes de café de la Compagnie commerciale des Pays-Bas. Max Havelaar, l'alter ego de Dekker, en est le personnage principal. Comme pseudonyme, il choisit Multatuli, qui signifie en latin « j'ai beaucoup porté ». C'est sous ce nom qu'il est resté connu comme l'écrivain néerlandais le plus important du XIXe siècle. Le livre a été publié en mai 1860 et a depuis été traduit dans pas moins de 40 langues, dont le chinois et le japonais. Si Multatuli ne condamne pas la colonisation en soi, il dénonce les chefs locaux qui abusaient alors de leur pouvoir. Mais les autorités néerlandaises étaient également coupables, car elles fermaient les yeux sur ces abus. Il s'agit donc d'un double acte d'accusation, contre les chefs locaux criminels et contre le colonisateur complice. Après son licenciement, Multatuli s'est également plaint de la façon dont il avait été traité, alors qu'il avait simplement fait ce qu'il avait juré de faire lors de son serment.
Après lui, a-t-il raisonné, aucun fonctionnaire n'oserait plus accuser personne, puisque cela le jetterait fatalement dans la pauvreté. Il était donc un lanceur d'alerte et, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, il a été puni au lieu d'être entendu. Son livre était à la fois un plaidoyer pour ses propres actions justifiées, mais incomprises, et pour un meilleur traitement des Javanais. Multatuli ne réclamait pas une Indonésie indépendante. Il n'était pas non plus révolutionnaire parce qu'il plaidait pour un meilleur traitement de la population. En effet, d'autres avaient précédé dans cette voie, comme Jacob Hafner et Franz Wilhelm Junghun. Il était cependant révolutionnaire en raison du feu et de l'indignation avec lesquels il a formulé son réquisitoire. Multatuli était un auteur novice, bien qu'il eût 40 ans. Jacob van Lennep, le célèbre écrivain et avocat de l'époque, qui était franc-maçon comme Multatuli, a estimé qu'il s'agissait d'un livre magistral et a accepté d'en faciliter la publication. Pour ce faire, il a supprimé quelques passages trop critiques et a transformé l'acte d'accusation en un véritable roman en le divisant en chapitres et en remplaçant les dates et les noms par des initiales et des points. De plus, Van Lennep en a fait une publication coûteuse et l'a fait imprimer en seulement 1300 exemplaires, dont peu ont été expédiés aux Indes orientales néerlandaises. Multatuli, qui avait rêvé d'une édition populaire bon marché pour secouer le peuple néerlandais, a fini par se rendre compte qu'il avait été trompé. Il a donc intenté une action en justice contre Van Lennep, grave erreur. Ce dernier étant détenteur des droits d'auteur du livre et avocat, remporta facilement le procès. En conséquence, Max Havelaar n'a été réimprimé sans modification qu'une seule fois en 1860 et seulement 11 ans plus tard, bien qu'une double impression illégale soit connue. Ce n'est qu'en 1875 que Multatuli a pu publier son livre pour la première fois, comme il l'avait souhaité 15 ans auparavant. La 5e édition a suivi en 1881. C'est la dernière qui est parue de son vivant. Le livre a été critiqué à 2 égards au moins. Tout d'abord en ce qui concerne les faits. Multatuli parle par exemple d'un ravin derrière sa maison, alors qu'il n'y avait là qu'une rivière aux berges certes abruptes. Il décrit qu'il a effectué des expéditions nocturnes à cheval, ce qui est plutôt improbable compte tenu des distances en jeu. Il écrit que les habitants venaient le voir la nuit pour se plaindre du régent et de ses sbires, mais il parlait le sundanais et Dekker ne parlait que le malais. Sur la base de ces inexactitudes, le livre a été rejeté par certains comme une fantaisie romantique et donc sans valeur en tant qu'acte d'accusation fiable. Multatuli a répondu qu'il admettait volontiers avoir fantasmé ici et là, mais que cela n'enlevait rien à l'essentiel, à savoir que les Javanais étaient maltraités. Un deuxième point de critique était que Multatuli ne comprenait pas suffisamment les traditions et les coutumes locales et qu'il voulait appliquer des principes européens et éclairés à une société qui fonctionnait de manière complètement différente. Il n'y avait pas de législation européenne
dans les Indes orientales néerlandaises, mais plutôt un droit coutumier islamique, le fameux adat. Ce droit permettait aux chefs locaux de traiter leurs sujets comme des serfs. La population elle-même en souhaitait le maintien, par respect pour leurs élites. Multatuli connaissait certes l'adat, mais il considérait que le système juridique éclairé européen était supérieur aux traditions féodales qui prévalaient dans la colonie, et il était convaincu que c'était aux colonisateurs d'introduire ce système. Passons maintenant à la question de l'influence de Max Havelaar sur l'évolution de la situation en Indonésie. Nous le ferons de trois manières. Tout d'abord, comment le message de Max Havelaar a-t-il été interprété? Deuxièmement, parmi quel groupe de population le livre était-il connu et a-t-il exercé une influence sur leurs actions? Troisièmement, comment peut-on relier chronologiquement les différentes interprétations à l'évolution de la colonie vers un État souverain? Commençons par la question de savoir comment Multatuli a été vu et perçu en Indonésie. Je distingue 4 points de vue. Selon le premier, le personnage principal, Max Havelaar, et donc Multatuli, dont il est l'alter ego, se distingue par son humanité. Il s'est profilé comme le protecteur des Javanais, point sur lequel il y a consensus. Un autre groupe a estimé, comme déjà mentionné, que Multatuli ne comprenait pas suffisamment les traditions séculaires, l'adat et la position difficile du régent. Un troisième groupe a vu Multatuli non seulement comme un protecteur des Javanais, mais aussi comme un pionnier de l'indépendance indonésienne. Cette vision est légitimée par la fin de Max Havelaar, dans laquelle Multatuli s'exclame « Aide et assistance par voie légale partout où c'est possible, par la voie légitime de la violence, s'il le faut. » Quatrièmement, enfin, le régent est dépeint comme un méchant homme. Aux yeux de ses descendants, qui occupent encore aujourd'hui de hautes fonctions, Max Havelaar a injustement calomnié et terni à jamais leurs ancêtres et leurs familles. Ce qui est encore pire à leurs yeux, c'est que dans son roman, Multatuli présente les autorités néerlandaises sous un pseudonyme, alors qu'il appelle les indigènes par leur vrai nom. Notre deuxième question est de savoir quelle couche ou quel groupe de la population indonésienne connaissait alors le livre Max Havelaar. Jusqu'à avant la Seconde Guerre mondiale, l'enseignement en Indonésie était marginal. En 1930, seuls 10% des hommes et 2,2% des femmes savaient lire et écrire. Il n'y avait aucune culture de la lecture et en outre aucune traduction de Max Havelaar n'était disponible dans aucune des langues parlées en Indonésie avant 1972. L'administration coloniale avait tout intérêt à ce qu'il soit ainsi, car savoir lire permet de comprendre et de s'émanciper, et elle préférait des travailleurs soumis plutôt que des rebelles gênants. En partie sous l'influence de Max Havelaar, la politique éthique a été lancée à partir de 1900. En 1901, la reine Wilhelmine déclare dans son discours du trône que les Pays-Bas, en tant que puissance chrétienne, ont également une vocation morale à remplir. Au cours des 20 années suivantes, des efforts ont été déployés
pour offrir à la colonie davantage de possibilités économiques, des soins de santé plus modernes, un travail missionnaire plus intensif et de meilleures infrastructures. Une attention toute particulière a été accordée à l'enseignement, encore que celui-ci soit resté limité à une élite. 2 fragments de Max Havelaar y sont rapidement devenus populaires. Le premier est le chapitre 17 qui raconte l'histoire d'un garçon, Saïdia, et de sa petite amie, Adinda. Le père de Saïdia est privé d'un buffle par les chefs locaux à 3 reprises. Il fuit le Lebac parce qu'il ne peut plus payer le loyer du terrain, est arrêté et meurt en prison. La mère de Saïdia meurt de chagrin. Saïdia, qui a 15 ans, part à Batavia, aujourd'hui Jakarta, pour y gagner de l'argent et promet à Adinda qu'il reviendra dans 3 ans pour l'épouser. À son retour, Adinda et tous les villageois ont été maltraités et tués par l'armée néerlandaise. Désespéré, il se jette sur la baïonnette d'un fusil hollandais. Au moins 9 traductions de cette histoire ont été réalisées entre 1921 et 1960. Le deuxième fragment est le discours au chef du Lebac. Il s'agit du discours fictif que Max Havelaar prononce lorsqu'il accepte son poste d'assistant résident et, outre une critique subtile des abus existants, il exprime également une grande inquiétude. Les futurs combattants pour l'indépendance ont été initiés à ces textes à l'école et, au fil du temps, ils verront à Multatuli non seulement le protecteur des Javanais, mais aussi leur libérateur. L'un d'eux était le futur premier président de l'Indonésie libre, Sukarno. Dans ce discours, il citait invariablement Max Havelaar. Il a même baptisé un navire de guerre Multatuli. L'écrivain indonésien Yassin déclarait en 1973 qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les ouvrages de Multatuli se trouvaient sur les étagères de chaque personnalité politique. Il convient de mentionner ici Kartini, fille d'un régent progressiste, qui a eu la possibilité d'aller à l'école primaire européenne. Les filles n'étaient pas autorisées à poursuivre leurs études. Elle y découvrit le travail de Multatuli et, sous son influence, est devenue la première défenseure indonésienne des droits des femmes et du droit à l'éducation des filles. Kartini a elle-même fondé plusieurs écoles de filles avant de décéder en 1904 à l'âge de 25 ans. Multatuli a donc contribué non seulement à la libération de l'Indonésie, mais aussi à la prise de conscience et à l'émancipation dans un sens plus large. Examinons maintenant en 3e lieu l'influence de Max Havelaar de manière plus chronologique. Jusqu'en 1900, il n'y a pas d'influence directe au sein de la population indonésienne. Aux Pays-Bas, par contre, le livre a eu un effet immédiat. Le 25 septembre 1860, mais sans mention du titre, il fut discuté à la Chambre des communes lors des délibérations sur la réponse à donner au discours du trône de Guillaume III. Ce dernier avait comme d'habitude qualifié la situation dans les colonies de satisfaisante. Le député libéral Van Heuvel a pris la parole à cette occasion et s'est exprimé comme suit.
Un certain frisson a récemment parcouru le pays causé par un livre. Je me permets de souligner que ce livre a suscité une grande inquiétude et j'ose même dire une indignation dans l'esprit de nombreuses personnes dans ce pays. Et dans cette situation, le bon citoyen apprend maintenant du discours du trône: la situation est satisfaisante à tous égards? Cette phrase du discours du trône pourra-t-elle effacer l'impression faite par ce livre? En 1860 encore, Van Heuvel écrit que Multatuli a formulé son réquisitoire avec un éclat, un feu, un cri, une indignation qui semble enfin réveiller les Pays-Bas. Un mois après la mort de Multatuli en 1887, le journal Javabode écrit à propos de Max Havelaar: l'influence que ce livre a eue et a encore sur la politique indienne est tout simplement incalculable. Avant cette époque, il n'y avait que très peu de personnes aux Pays-Bas qui connaissaient quelque chose aux Indes. La génération de fonctionnaires ayant fait carrière dans les Indes orientales néerlandaises après Max Havelaar connaissait le livre. À partir de 1900, comme mentionné précédemment, les Pays-Bas ont mené une politique coloniale éthique. Les Indes orientales néerlandaises devaient être lentement préparées à devenir une nation indépendante et démocratique selon le modèle occidental. Des écoles ont été fondées où une élite indonésienne a été éduquée et de plus en plus impliquée dans le gouvernement. Un point culminant de cette évolution a été l'installation d'un Conseil du peuple en 1918, une sorte de parlement qui, au départ, n'avait que des pouvoirs consultatifs, mais qui, avec le temps, devait se transformer en un parlement démocratique à part entière. Une conséquence de cette politique éthique a été la croissance d'un mouvement nationaliste orienté vers l'Ouest. En 1912, l'Indische-Partij, le Parti des Indes, est fondé, mais il ne bénéficie que de peu de soutien et est interdit en 1913. La Société islamique, également fondée en 1912, a eu beaucoup plus de succès. Le troisième parti était le Parti communiste qui a été fondé en 1914. À cette époque, Multatuli était considéré par de nombreux jeunes Indonésiens et dans les discours et écrits nationalistes, non seulement comme le défenseur d'un traitement plus humain de la population indonésienne, mais de plus en plus comme un partisan de la lutte pour l'indépendance. L'histoire populaire de Saïdia et Adinda fut lue comme un manifeste anticolonial dans la résistance contre la domination néerlandaise. Cela est dû principalement à la phrase suivante devenue célèbre. Un jour où les insurgés avaient subi une nouvelle défaite, Saïdia errait à travers un village que les forces néerlandaises venaient de reprendre et qui, par conséquent, était la proie des flammes. Il convient de mentionner qu'Ernest Douwesdekker, petit-fils indo-européen de Jan, un frère aîné de Multatuli, a fondé en 1912 le premier parti politique de la colonie, connu sous le nom déjà mentionné de Indische-Partij, le Parti des Indes, avec deux autres partisans.
Ce parti défendait à la fois les Indonésiens et les Indo-Européens et luttait déjà pour des Indes pour les Indiens et des Indes séparées des Pays-Bas. En 1913, ses fondateurs sont exilés aux Pays-Bas et le parti s'éteint tranquillement. Ernest partage donc les préoccupations de son grand-oncle, mais de manière beaucoup plus radicale. Cela l'a conduit en prison plus d'une fois. Son roman « Le livre de Simon le Javanais » est un puissant appel à la rébellion et à l'indépendance, mais n'atteint pas le niveau littéraire de son grand-oncle. En 1947, Ernest Dosdecker est membre du Parlement provisoire, mais il est à nouveau arrêté. Un peu moins d'un an avant sa mort, il a pu assister au transfert de souveraineté le 27 décembre 1949. En 1961, il a été reconnu héros de l'Indonésie, titre honorifique décerné à titre posthume par le président. Le 17 août 1945, Sukarno a proclamé l'indépendance de l'Indonésie, mais il a fallu attendre 4 années supplémentaires pour que le transfert officiel de souveraineté ait lieu, après de nombreuses effusions de sang et négociations diplomatiques. En mars 1878, Mutatuli, qui avait encore peu de contact avec ses 2 enfants, et sa seconde épouse Mimi Hamming-Schiepel, adoptent un garçon de 2 ans. Il est né le 25 janvier 1876 et s'appelait Eduard Bernholt, mais Mutatuli et sa femme l'appelaient Wouter. Il a survécu à l'occupation japonaise de l'Indonésie, mais en 1945, il a été lynché par les Indonésiens républicains. Dans les années qui ont suivi, l'Indonésie a appris à connaître Mutatuli, non seulement parce que Sukarno citait invariablement Max Havelaar dans ses discours qui pouvaient être écoutés à la radio, mais aussi parce que l'histoire de Saïdia et Adinda, entre autres, a atteint un public de plus en plus large sous forme de livres, de feuilletons et de pièces radiophoniques. En 1956, une version cinématographique a été envisagée, mais celle-ci n'a pas été réalisée. Dans les années 50 et 60, le nombre de partisans communistes n'a cessé d'augmenter, alors que l'économie était en déclin et la famine sévissait. Mutatuli apparut alors dans les médias de gauche, non plus comme un anticolonialiste, mais comme un humaniste anti-impérialiste et prolétarien. Après tout, sa lutte contre l'oppression, l'abus de pouvoir et l'injustice sociale correspondait parfaitement à l'idéologie communiste. Tout a changé lorsqu'en 1967, Suharto a instauré une dictature militaire. Le 28 février 1968, un article paraît dans le journal Kompas, dans lequel l'auteur écrit « Les Saïdias sont toujours là, même si nous sommes maintenant un siècle plus tard. Même si la situation a changé et même si nous sommes maintenant indépendants. » Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Parce que notre mentalité demeure la même. C'est la même soumission au chef, la même ignorance, le même analphabétisme. » La population de l'ordre nouveau de Suharto n'avait pas intérêt à lire ce genre de choses. C'est pourquoi l'intérêt pour Max Havelaar et Mutatuli a été occulté. Néanmoins, la première traduction publiée de Max Havelaar par Yassin,
a été publié en 1972 grâce à des subventions néerlandaises. C'est devenu un best-seller dans un pays où la culture de la lecture était pratiquement inexistante. En 1976, Max Havelaar est adapté au cinéma, mais le film est immédiatement interdit. En effet, un film est un média beaucoup plus accessible et donc plus dangereux qu'un livre. Le risque que les téléspectateurs puissent comparer les Indes orientales néerlandaises coloniales de 1860 avec la dictature de Suharto était trop grand. 1987 était l'année du centenaire du décès de Multatuli. L'Indonésie pouvait difficilement laisser passer cette date inaperçue. C'est à ce moment-là que le film est sorti, bien que dans une version légèrement raccourcie. Cela a conduit non seulement à une plus grande familiarité avec Multatuli et son œuvre, mais aussi à des discussions et des publications dans lesquelles les points de vue qui nous sont maintenant familiers ont refait surface. Après la fin de la dictature, en 1998, il a été critiqué le peu de progrès réalisés depuis Max Havelaar. Le livre est désormais interprété comme une incitation à faire mieux qu'il y a 140 ans. En 2021, Multatuli semble être plus présent que jamais en Indonésie. Dans la ville principale de la régence du Lebak, Rangkas Bitung, où Max Havelaar a prononcé son célèbre discours au chef du Lebak, le musée Multatuli a ouvert ses portes le 11 février 2018. Un portrait imprimé sur plexiglas est accroché dans le hall, surmonté du texte « La vocation de l'homme est d'être un homme » en Bahasa Indonesia. À côté du musée, une bibliothèque a été construite, baptisée Saidia Adinda. C'est ainsi que Multatuli fera lire les Javanais après tout. Le musée reflète en grande partie ce que nous avons découvert ensemble, et ce, de deux manières. D'abord, parce que Multatuli est montré ici comme homme, écrivain, dénonciateur et pionnier de l'indépendance. Le musée présente par ailleurs aussi des écrivains indonésiens qui ont été inspirés par Multatuli, car son livre a également influencé la littérature indonésienne. Il a même influencé le meneur de la lutte philippine pour l'indépendance, José Rizal. En 1999, l'écrivain indonésien Pramudia Anantatur a publié un article sur Max Havelaar dans le New York Times intitulé « Le livre qui a tué le colonialisme ». Alors que l'Occident convoitait les épices, Multatuli réclamait la justice. Une deuxième façon dont le musée reflète ce que nous avons découvert ensemble, c'est que sa création ne s'est pas passée sans heurts. Même 160 ans après Max Havelaar, la résistance était grande. Le fait que Multatuli a accusé le régent d'exaction envers le peuple indonésien n'est pas encore oublié. Le 10 novembre 2017, plusieurs dizaines d'étudiants qui ont encore un lien avec l'ancien régent ont manifesté devant le bureau de l'actuel régent. D'autres ont trouvé inapproprié de faire tant d'honneur à l'écrivain sous le slogan « Un occupant reste un occupant ». Il existe en effet déjà une avenue portant le nom de Multatuli, ainsi que l'auditorium du secrétariat du district, une école primaire
et une pharmacie. Certaines personnes ont trouvé que c'était plus que suffisant. Un groupe d'étudiants a même exigé que le régent qui soutenait l'initiative du musée démissionne, car la lutte contre la pauvreté du peuple est plus importante qu'un musée dédié à Multatuli. Quoi qu'il en soit, tout cela montre que Multatuli est toujours vivant en Indonésie et que son Max Havelaar est si richement varié que le livre continue à agacer et à inspirer. Merci de votre attention.